Gars, hey, il faut absolument que je trouve une alternance parce que sinon c'est mort. L'année significante, je n'ai pas les dos pour financer mes études. Je n'ai pas les dos pour payer l'école là, c'est cher. Tu as vu la pension là, à l'année, c'est chaud. Gars, si je ne trouve pas le work, non, je ne sais pas comment je vais faire. Mon statut, je change mon titre de séjour comment? J'ai encore le statut étudiant et je ne veux pas enchaîner un deuxième master. Je suis fatiguée d'étudier. Gars, je vais gérer mon loyer comment? Il me faut une entrée d'argent. CDI, CDD, peu importe. Je dois avoir une entrée d'argent. Voilà donc nos réalités. Voilà notre quotidien quand on est en recherche d'emploi ou bien. D'après France Travail, ancien Pôle emploi en France, c'est l'équivalent du Arbeitsagentur ou du Job Center en Allemagne. En 2025, un projet de recrutement sur 2 est encore considéré comme difficile. Pourquoi? Parce que les entreprises estiment avoir du mal à trouver des candidats qui répondent réellement à leurs attentes et même que 27% d'entre elles estiment ne pas pouvoir recruter faute de moyens. Cela signifie donc qu'une entreprise qui décide malgré tout d'ouvrir un poste veut limiter la casse au maximum. Mais les entreprises continuent d'embaucher. Qu'est-ce qu'elles veulent donc? Elles ne recherchent pas seulement une personne qui a besoin d'un emploi. Elles ne recherchent même pas ça. Elles ne recherchent pas non plus un diplômé, une liste de compétences ou quelqu'un qui affirme être super motivé, ce qui est vrai. Les entreprises, en fait, elles recherchent une personne qui est capable de répondre à leurs besoins et d'être une réelle solution, dont apporter des résultats. Et beaucoup de personnes passent à côté de l'essentiel. Ils arrivent en entretien d'embauche en disant j'ai besoin d'une alternance, j'ai besoin de financer mon école, j'ai besoin qu'on me donne ma chance. Mais l'entreprise en face, elle se demande en quoi tu réponds à mon besoin, en quoi tu résous mon problème. Ton urgence, oui, elle est réelle. Ton avenir, ton année scolaire, ton titre de séjour, elle est réelle, ta carrière. Mais ton urgence explique pourquoi toi tu as besoin de l'entreprise. Elle ne montre pas pourquoi une entreprise aurait besoin de toi. Alors, comment on passe donc du statut de candidat qui demande une opportunité à celui d'un candidat qui se présente clairement comme une solution pour une entreprise? C'est précisément ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Parce que tu peux avoir désespérément besoin d'une alternance ou d'un emploi sans avoir besoin de supplier pendant l'entretien d'embauche pour qu'on te prenne. Je ne suis pas recruteuse, je ne prétends pas détenir la formule magique pour trouver un emploi. Je viens simplement te partager mon expérience, ce que j'ai appris de mes échecs et de mes multiples coachings. Et si tu restes même jusqu'à la fin, tu auras un bonus que même ChatGPT tu ne pourras pas te donner. Allez, allons-y droit dans le vif du sujet. Alors, première des choses que j'ai appris, c'est à me renseigner sur la personne que j'allais rencontrer avant un entretien d'embauche. Pendant longtemps, moi, je me préparais et je me concentrais uniquement sur moi. Mon CV, mon parcours, mes compétences, mes réponses, ce que j'allais dire si on me demandait présentez-vous, présentez-nous votre profil. Mais avec le temps, j'ai compris qu'un entretien ne concernait pas que moi. Il s'agit de la personne que j'ai en face de moi également. Cette personne peut être un recruteur, mon futur manager, responsable N+2 ou mon futur collègue. Et toutes ces personnes ne regardent pas forcément ma candidature de la même manière. Une personne des ressources humaines peut vouloir vérifier la cohérence de mon parcours, ma motivation, mes attentes. Mon futur manager, quant à lui, il peut chercher à comprendre si je pourrais réellement répondre aux besoins de son équipe. Un futur collègue peut se demander est-ce que j'ai envie de me taper la tête de la gauche si matin, midi, soir, chaque jour quand il vient au travail. Donc avec ça, j'ai appris à faire des recherches sur mes interlocuteurs avant un entretien. Je demande toujours le nom de mon interlocuteur et je regarde rapidement son profil LinkedIn, depuis combien d'années il travaille dans l'entreprise, quel est son poste, quel est son parcours managérial, est-ce qu'il a un profil managérial ou plutôt technique, est-ce qu'il y a un lien entre lui et moi. L'idée n'est pas de fouiller dans sa vie privée, non, loin de là. L'idée est de comprendre son parcours pro, son parcours académique et cerner un peu son profil. Et ça m'aide justement à préparer mon discours parce que je ne vais pas forcément me présenter mes expériences de la même manière à un recruteur qui découvre mon métier qu'à un manager qui connaît parfaitement les détails techniques de mon poste. Autre chose sur laquelle je me renseigne, c'est sur l'entreprise. Quels sont ses produits, ses services, ses clients, ses valeurs, ses concurrents, ses actualités. Ses actualités important pour vous démarquer. Et surtout, j'essaye de répondre à la question suivante. Pourquoi cette entreprise recrute-t-elle? Parce que derrière chaque offre, il y a généralement un problème à résoudre. Ça peut être l'équipe qui manque de temps, ça peut être un nouveau projet qui démarre, ça peut être qu'on a besoin d'une compétence qu'on n'a pas actuellement en équipe. Plus je comprends le problème, mieux je peux sélectionner les expériences qui ont une relation avec le poste, l'entreprise, le recruteur. Aujourd'hui même avec l'intelligence artificielle, ChatGPT,
Claude et tout, je peux rapidement faire ces analyses-là. Je transmets l'offre d'emploi et je lui demande d'identifier les compétences importantes, les missions importantes, les problèmes de l'entreprise et comment je peux les résoudre. Mais attention, l'intelligence artificielle aide à analyser mais ne doit pas réfléchir à ta place. Toutes ces recherches-là me permettent d'arriver mieux préparé, moins dans l'inconnu. Lorsqu'on démarre l'entretien, j'ai un peu une idée de qui j'ai en face de moi. Deuxième chose que j'ai appris, c'est que trop parler, c'est maladie. Oui, trop parler, c'est maladie. Surtout pour les gens qui bavardent trop comme nous là. J'ai récemment fait une simulation d'entretien avec un jeune qui peine à trouver un stage pour finaliser ses études. Lorsque j'ai vu son CV, il avait vraiment un beau petit parcours. Il avait de bonnes informations. Mais le problème, c'est que pendant l'entretien, il donnait tellement d'informations qu'elles étaient noyées de détails inutiles. Honnêtement, moi, j'avais déjà commis ces erreurs-là. Lorsqu'on veut vraiment décrocher une opportunité, parfois on a peur de passer à côté de notre valeur, on a peur que le recruteur ne remarque pas à quel point on est compétent. On va donc tout raconter, c'est tous les gros bavards comme les nous là, toutes les compétences, tous les projets, toutes les expériences, et dire si je ne parle pas de cette compétence ici maintenant, je n'aurai peut-être plus jamais l'occasion de la présenter. Donc mieux, je verse tout. On ajoute une information, deuxième, troisième, et finalement, on ne répond même plus. En fait, le recruteur est noyé d'informations. Il n'arrive même plus à cerner ce dont il a besoin et du coup, next. Avec le temps, donc, j'ai compris qu'en fait, il n'était pas question d'avoir des compétences. Il était question plutôt de savoir les présenter de façon claire. Il fallait pouvoir les synthétiser. Pour te donner un exemple, imaginons que je sois data analyst et que je maîtrise les outils Power BI, SQL, Python et Tableau. Pendant l'entretien, on me pose une question précise sur Power BI. Si je commence à faire une conférence de 20 minutes sur SQL, Python, Tableau, je suis peut-être en train de présenter des compétences intéressantes. Les outils sont utiles dans la data analyse, mais ce n'est pas la question qu'on m'a posée. On m'a posé une question sur Power BI. Je commence donc par répondre uniquement sur Power BI. Quel est le projet pour lequel j'ai utilisé cet outil? Quelle était ma mission? Quelles sont les actions que j'ai réalisées? Quels sont les résultats que j'ai obtenus? Projet, mission, résultat. C'est cette petite structure que j'essaie aujourd'hui de garder en fait en tête. Et cette structure-là, ça m'aide à sélectionner l'essentiel et à ne pas aller dans tous les sens. J'ai appris progressivement que lorsque j'ai terminé ma réponse, je m'arrête et j'essaie plus systématiquement de remplir les silences et tout. Le silence n'est pas mauvais. Le silence peut être peut-être que le recruteur est en train de noter ce que vous êtes en train de dire. Ou bien il est en train de préparer sa question suivante. Donc, si tu as fini, tu t'arrêtes, tu dis c'est tout. Avez-vous des questions? Est-ce que vous avez besoin qu'on éclaircisse certains points? Voilà, pour un peu relancer, vous savez, si vous avez peur du silence. On peut parler pendant 5 minutes et ne rien dire de bon. Cependant, pour donner une bonne réponse, une excellente réponse même en 30 secondes. Troisième point, c'est que j'ai arrêté d'apprendre les réponses mot pour mot lorsque je fais un entretien d'embauche. Il faut savoir que pendant l'entretien, ça peut arriver que on vous prévienne pas, vous tombez devant 2 interlocuteurs, 3 interlocuteurs. Ils alignent les questions, ils vous interrompent, ils vous coupent, ils rebondissent sur ce que vous avez dit. Lorsqu'on a faxé, comme on dit au pays, au Cameroun, les Camerounais disent faxé, donc tu as mémorisé ton truc jusqu'à la virgule près. Lorsque tu es dans ce genre de configuration, tu te sentiras déstabilisé. En tout cas, moi, je me sentais déstabilisé lorsqu'on m'interrompait. Ce que j'ai donc appris à faire, c'est à noter les points importants et à m'amuser avec mon pitch, de telle sorte que si je suis interrompu, je ne me sente pas déstabilisé. J'aime bien faire le parallèle avec les comédiens. Lorsque un comédien fait son sketch, que ce soit Moustique Charismatique, Go, Michel, on a l'impression que c'est naturel, que c'est la vraie vie, qu'il sort seulement des trucs comme ça de la tête. Non, c'est parce qu'il s'est bien préparé. Il s'est tellement bien préparé qu'il peut rajouter des petites phrases, des petits mots. Donc, il ne lit pas. Il suit une structure, bien sûr, bien précise, mais il peut quand même s'amuser avec son texte. Il n'est pas déstabilisé. Il peut rajouter même de l'improvisation, rajouter des phrases, rajouter des mots. Et de ce fait, il s'adapte à la personne en face. Et ça permet également de sélectionner les informations importantes et restituer exactement ce qu'on nous a demandé. Quatrième chose que j'ai appris, c'est que j'ai appris à utiliser le vocabulaire de l'offre, le vocabulaire de l'entreprise. Ça veut dire simplement que si l'offre parle du pack office, lorsque je pitch,
et que j'ai eu à utiliser Excel, Word, PowerPoint. Je ne suis pas là pour jouer au plus intelligent. Je ne suis pas là pour trouver les synonymes. Je ne suis pas là pour... Non. Je te donne les mots que tu as utilisés. J'ai utilisé le pack office, notamment du Excel pour faire ceci, du PowerPoint pour préparer les présentations de réunions. Mais tu as d'abord mis pack office, donc il sait de quoi tu parles. En fait, utiliser le vocabulaire de l'offre facilite la tâche du recruteur et tu lui simplifies le travail lorsqu'il essaie de faire un mapping entre ton profil, ce que tu racontes et le besoin de l'entreprise. Très souvent, les recruteurs sont sur les ordinateurs ou bien ils sont en train de noter des choses. C'est qu'ils ont déjà un canvas souvent et ils remplissent simplement, ils cochent ou bien ils cochent des cases. Si tu mets Word, Excel, PowerPoint alors qu'il a écrit par Office, il va chercher Word, Excel, PowerPoint, va voir. Aussi simple que ça puisse paraître, il pourrait ne pas cocher Pack Office parce que tu n'as pas dit Pack Office. Donc, habituons-nous vraiment à utiliser le même vocabulaire que ce qui est dans l'offre, ce qui facilite la tâche du recruteur pour faire un rapport entre ce que nous avons eu à faire et son besoin. Cinquième chose que j'ai appris, et là je pense que c'est la plus importante, c'est que j'ai appris à moins chercher la réponse parfaite, j'ai appris à mieux écouter. J'ai appris à avoir une écoute active. Lors de certains de mes entretiens, au début, j'étais tellement concentrée sur mes réponses que j'avais préparées que je n'écoutais même pas réellement le recruteur en face. Quand il parlait, mon cerveau était en train de préparer la réponse. Je le laissais parler, bien sûr, mais dans ma tête, j'attendais le moment où il allait dire. En fait, j'attendais le moment où j'allais pouvoir placer une réponse. En fait, avec l'expérience, j'ai compris que l'entretien, ce n'est pas une question-réponse. Il n'y a pas que maintenant c'est toi qui réponds, maintenant c'est toi qui... Non, c'est une conversation. C'est comme si tu parles avec un ami, mais tu gardes toujours le côté professionnel. Donc, parfois, l'information la plus importante se retrouve dans une petite phrase prononcée par le recruteur. Imaginons que tu es en entretien et que la personne en face te dit « J'ai besoin d'un stagiaire dans notre équipe pour construire des tableaux Power BI ». Cependant, notre principale difficulté, c'est que les données proviennent de plusieurs sources. On a du mal, en fait, à centraliser les données. J'ai une écoute active, je vais dire un truc du genre. Si je comprends bien, le challenge ne sera pas seulement de construire des tableaux Power BI, mais il faudrait également fiabiliser et centraliser les différentes sources de données. Comment l'équipe gère-t-elle aujourd'hui cette partie du travail, ce challenge? Cette question en fait ne vient pas de ma liste des questions que j'ai préparées. Non, ça vient simplement du fait que j'ai écouté son besoin et ça lui montre que je comprends son problème et j'essaye même déjà de trouver les solutions. Dans ça, il décède directement que je capte vite et je suis proactif, je cherche des solutions, je suis capable de fournir des solutions. Et là, je prends principalement le cas des jeunes étudiants ou des jeunes travailleurs première expérience. On ne possède pas toujours un background d'expérience exponentielle. Mais avec cet aspect-là, on peut montrer sa curiosité. Avec l'écoute active, on peut montrer sa capacité à raisonner, sa rapidité à trouver des solutions. Et en bonus, comme je vous l'ai dit au début, là c'est pour les personnes qui stressent pendant les entretiens comme moi. Moi en fait quand je stresse, j'ai tendance à parler très vite. Et donc pour me donner un peu de temps de répit, pour me donner un temps de réflexion, ce que je fais c'est que pendant les entretiens, je prévois toujours un verre d'eau. Que je sois à distance ou en présentiel. À distance, je prends mon verre d'eau. En présentiel, je vais avec ma bouteille. Et si on me propose de l'eau, avez-vous besoin d'une boisson? Est-ce qu'on peut vous proposer quelque chose à boire? Oui, bien sûr, j'aimerais un thé, un café, un verre d'eau. En fait, boire une petite gorgée lorsque je suis stressée, ça me permet de respirer. Ça m'oblige à m'arrêter. Ça me permet de ralentir, de mettre mes idées en place. Surtout quand on me pose une question en anglais. On se connaît tous niveau anglais. Maintenant, ça s'est amélioré pour moi. Mais on se connaît tous les francophones qui ont dit que oui, I speak English, mais pour enchaîner une réponse en anglais, on a souvent besoin de temps pour réfléchir et bien poser nos arguments, bien structurer nos phrases. Donc, il faut toujours prévoir un petit verre d'eau, reformuler la question qui nous a été posée, ça nous donne un temps de répit pour réfléchir. Alors maintenant, dis-moi en commentaire, quelle est la partie la plus difficile pour toi lors d'un entretien d'embauche? Qu'est-ce qui te stresse? N'hésite pas à me laisser ça en commentaire. Et si tu as des difficultés à trouver un emploi, laisse cela en commentaire, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Tes réponses pourront également aider quelqu'un d'autre qui est en recherche d'emploi. Donc on se dit à une prochaine vidéo. 3, 2, 1, action!